Bonjour. Alors, je voudrais vous présenter aujourd'hui les grandes lignes des séminaires que nous allons proposer, que nous allons faire, que nous allons réunir entre, disons, l'automne 2015 et l'automne 2016. C'est, voilà, 4 saisons de séminaires. Euh, L'intitulé général de ces séminaires, auquel il faudrait rajouter le premier que nous avons déjà fait, c'est-à-dire celui sur le monde et l'immonde, ou l'immonde dans le monde, l'immonde et la mondialité, quelque chose comme ça. Donc il y en aura 4 ensuite, qui se situent dans une lignée qui est ouverte en quelque sorte par le premier. Alors vous allez me dire, drôle de façon d'ouvrir sur l'immonde. Non, parce que au fond, ce dont il s'agit, c'est d'une ligne de réflexion qui est ouverte, je dirais, à partir du démêlage de nos sentiments sur le monde actuel. Bon. En partant effectivement plutôt d'un réflexe, on pourrait dire presque d'un réflexe de dégoût, vous voyez, d'envie de vomir presque, enfin, qui peut atteindre certaines personnes, pas tout le monde, mais et donc avec ce jeu de mots sur le monde et l'immonde, c'est que l'immonde normalement c'est le contraire du monde, c'est-à-dire que c'est ce qui n'est pas dans le monde ou ce qui en sort ou ce qu'on en fait sortir. Donc c'est une sorte de phénomène de catharsis, d'épuration, d'épurement plutôt. Enfin, parfois pour certains c'est l'épuration justement, ce qui pose aussi un problème. Car comme tout ce qui est émotif, c'est pas réfléchi, et que donc la réflexion vient après. Alors, on part de là, on part donc au fond de quelque chose qui serait émotivement euh, le constat de quelque chose qui ne va pas, mais sans préciser exactement à l'avance et sans avoir surtout d'avance les concepts vous voyez, comme solution. On n'a pas le médicament, au fond, au départ. Hein. On ne part pas dans les concepts marxistes, on ne part pas dans les concepts libéraux, on n'a pas de solution, a priori. Et même je crois qu'on est plutôt tenté de dire que les solutions sont très difficiles. Elles sont difficiles parce qu'elles font partie du problème, en général. Et qu'elles aggravent parfois, sinon tout de suite, du moins à terme, le mal contre lequel elles étaient contre lequel elles étaient censées lutter. On est un peu peut-être dans la situation où étaient, vous savez, les médecins de Molière ou les médecins romains, enfin, dont certains étaient déjà très bons. Ils arrivaient à faire des trépanations, ils arrivaient à soigner quasiment la cataracte. Enfin, il y avait déjà des choses très importantes. Mais en même temps, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu aussi beaucoup d'excès et beaucoup de morts dues précisément à la médecine. Bon. Mais on en est encore un peu là, au fond, dans les idées, et notamment dans ce qu'on pourrait appeler non pas seulement la médecine de l'âme, mais la médecine des sociétés, puisqu'au fond c'est un peu ça, nos disciplines, l'anthropologie, la géoanthropologie ou l'anthropologie, c'est un peu, c'est du registre de ces disciplines qui s'occupent des problèmes humains et des problèmes sociétaux, mais à partir du moment où ils s'en occupent, on ne peut pas vous voyez, éviter la question du soin, la question d'essayer de corriger, la question d'essayer de prendre parti, etc., d'améliorer. On est humain, après tout, comme les autres, et nous essayons de faire des choses qui soient un petit peu utiles à nous et aux autres. Donc, on ne peut pas. Oui, alors il est possible aussi, d'ailleurs, que si les sciences humaines ont été tenues à l'écart longtemps, je dirais des choses dites sérieuses, c'est peut-être aussi parce que les gens pensaient que ça ne soignait pas tellement, que ça pouvait aussi empirer le mal. Il y a certainement une anthropologie qui a empiré ou qui a fait partie, justement, empirer le mot, c'est-à-dire partie prenante dans les empires et dans les colonialismes et donc d'une certaine façon l'assujettissement aggravé des populations qui étaient sous contrôle. Il n'y a pas que ça du tout dans l'anthropologie, bien entendu, il y a parfois même le contraire, et notamment la grande anthropologie d'après-guerre qui, avec Lévi-Strauss, s'efforce au contraire de montrer qu'on ne peut pas dire des cultures dites primitives, on ne peut pas les inféoder sous prétexte qu'elles seraient plus proches de l'animalité ou plus proches, je dirais justement, d'un primitivisme qui, au fond, donnerait le droit aux Hochkultur, au phénomène des hautes cultures, de les exploiter ou de les dominer, ne serait-ce que de les dominer. Voilà. Donc, au fond, je me situe un peu dans ce prolongement-là, sauf que nous sommes maintenant dans une situation qui n'est plus celle, je dirais, du colonialisme direct, et qui n'est même plus celle de l'impérialisme direct.
on est donc dans une situation plus compliquée où, d'une certaine façon, l'anthropologie a un petit peu coulé. C'est-à-dire n'ayant plus grand-chose à dire, d'une certaine façon, elle s'est éparpillée en ethnologie, je dirais, pelliculaire. Enfin, oui, il y a une espèce de petite... voilà, à propos d'objets extrêmement précis ou de traits très particuliers, etc. Enfin, on est devenu un peu des antiquaires aussi des ethnies en train de disparaître. Et ça c'est pas bon. Voilà. Donc on cherche quelque chose d'autre. Et pour ça, je crois qu'il faut partir du vécu du monde, de la société monde, du vécu du monde contemporain de la société monde. Et je crois que le premier vécu, bah, c'est le dégoût. Enfin, c'est le dégoût, ou en tout cas, si vous voulez, une espèce de sensation de mal de mer. Au moins ça, une désorientation, vous voyez, une désorientation par rapport à un monde bien ordonné. Et voilà. Alors à partir de là, moi je propose donc quatre séminaires pour l'année 2015-2016 qui sont dans la foulée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait cette espèce de constat, et cette difficulté aussi, on a mis le doigt sur la difficulté d'extraire le monde de l'immonde, ou d'extraire l'immonde du monde, cette difficulté, ce paradoxe qui nous est presque proprement contemporain, si j'ose dire, parce que le monde étant limité, ben, nous ne pouvons pas y aller au-delà, nous sommes bien obligés de vivre avec nos déchets. Et voilà. Alors ça, c'est un premier truc, mais c'est tout à fait concret, et en même temps, ça a des répercussions absolument gigantesques, parce que jusque-là, tout de même, les déchets, on les sortait. Et ben là, on ne peut pas les sortir. Donc on est bien obligé de vivre avec, et de changer notre conception du monde en fonction de cette difficulté-là. Alors, justement, puisqu'on ne peut plus sortir, bon, à moins évidemment de faire des délires, comme vous savez, les gens qui disent attention, il y a un météorite qui arrive sur la Terre. Ils ont besoin d'ennemis, visiblement, pour pouvoir coaguler l'humanité comme un groupe, n'est-ce pas, de solidaires. Bon. En dehors de cela, effectivement, c'est bien entre nous, à l'intérieur de la planète, qu'il faut régler les choses. Bon. Nous ne pouvons pas les régler avec les solutions qui convenaient, pas, mais enfin, qui étaient établies dans les périodes où il y avait toujours de l'extérieur, de l'extérieur du limès, de la frontière donc de l'Empire, de l'extérieur de la maison, de l'extérieur. Il y avait toutes sortes d'extérieurs finalement. Vous pouviez aller vous cacher dans la forêt, etc. C'est des choses qui sont plus possibles. Bon, pratiquement plus, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, à partir du moment où l'extérieur, vous pouviez aller conquérir le nouveau monde, ça y est, il est conquis, bah, il n'y en a plus d'autres. Terminé. Au moins pour peut-être une période indéterminée, et certainement fort longue à notre échelle humaine, avant d'aller conquérir les autres espaces interplanétaires, c'est pas demain la veille. Bon. Donc on est dans cette situation-là, et peut-être heureusement, tant mieux, d'une certaine façon. Alors à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, moi ce que je propose, c'est de passer à l'étape suivante, donc sur la base de ce constat, qui est le constat en fait du séminaire lui-même, c'est, eh bien je dirais, en quoi consiste ce monde que nous réprouvons d'une certaine façon? Eh bien, moi, il me semble que ce monde que nous réprouvons, il consiste dans ce que j'appellerais la massification, mais surtout dans ce qui concerne, je dirais, l'apparent effacement de la masse. C'est pour ça que le prochain séminaire, je propose de l'intituler « Où sont passées les masses ?» Dans « Où sont passées les masses ?» il y a un peu l'idée « Où sont passées les masses ?» dont parlent Marx et Engels à propos de l'histoire. Vous savez, ces fameuses masses qui font l'histoire. Où sont-elles passées? Visiblement, elles ont été remplacées plutôt par les expressions mass média. Et encore, dans mass média, en général, on laisse tomber le mot masse, on dit média, oui, donc elles ont encore disparu. Et puis, c'est aussi, je ne sais pas, tout ce qui est fait en masse, quand on considère les gens en masse. Bon. Mais ça n'est pas le sens marxiste, c'est-à-dire des masses qui font l'histoire, c'est-à-dire des grands nombres de gens qui, à partir d'une sorte de prolétariat ou de base en quelque sorte, vous voyez, sociale, eh bien, finalement, font l'histoire. En attendant, on ne sait pas où elles sont. Alors, moi, je voudrais dire par rapport à ça, évidemment, c'est une critique du marxisme, parce qu'on peut dire aussi que Marx s'est trompé sur la nature de la masse, parce que la masse en elle-même est plutôt implicitement et on va dire organiquement liée au pouvoir. Il n'y a pas de masse sans pouvoir, il n'y a pas de pouvoir sans masse. La masse est ce qui produit le pouvoir, et le pouvoir massifie encore davantage et déteste les autres caractéristiques, je dirais, des humains, en particulier leur désir de liberté et leur désir de pluralité, on va dire, de diversité. Voilà. Donc la masse, comme par son nom l'indique, vous avez les grandes tentations d'organiser les gens sous une forme standardisée, sous une forme
assez égalitaire, sauf pour une élite qui est justement l'élite qui profite du commerce, qui transforme les gens en consommateurs, etc. Donc, si vous voulez, la question de la masse est une question importante. Donc, on nous dit, ou on nous ferait croire qu'à la limite, la masse s'est évaporée. Vous savez que le libéralisme s'est évaporé. Il n'y en a plus. Même dans les médias, il n'y a plus masse média. Vous voyez, on ne sait plus où est partie la masse, et à la limite, ça serait le témoignage d'une volonté qui serait la volonté, je dirais, de s'autonomiser et de se pluraliser. C'est-à-dire, en quelque sorte, il y aurait une espèce de désir, précisément, actuel, de dépasser la masse, et la masse serait encore de dépassement grâce aux outils cognitifs, au René Negri, par exemple, justement Internet, où finalement vous avez une individualisation gigantesque, et vous avez aussi une pluralisation gigantesque, et une autonomie au sens où chacun peut choisir, etc. La liberté de choix, n'est-ce pas? Celle que précisément Michel Freytag contestait dans sa possibilité, disons, d'être un véritable concept intéressant pour l'histoire à venir. Bon. Moi, je crois que, effectivement, où sont passées les masses? On a l'impression qu'elles ont disparu, et justement qu'elles auraient disparu sous l'autonomie et sous la pluralité. C'est faux. Elles ont disparu sous une apparence de pluralité et une apparence d'autonomie. Et ces deux apparences-là sont intéressantes à considérer parce que, en tant qu'apparences, ce sont des illusions, c'est-à-dire que c'est faux, naturellement, et ça peut être démontré. En fait, la masse est toujours là, elle est même encore plus présente que lorsqu'elle était affichée. Elle est encore plus présente sous la forme niée que sous la forme affichée, vous voyez. Mais en même temps, ce sont des symptômes de désir, des symptômes si vous voulez, de volonté en fait d'être, vous voyez, de volonté de puissance en quelque sorte, vous voyez, à travers justement la volonté de l'autonomie et de la pluralité. Donc, si vous voulez, le deuxième séminaire, enfin, le prochain plutôt, donc le premier de la série de, je dirais, septembre ou octobre 2015 et jusqu'à la fin de l'année utile aussi suivante, eh bien, ce premier séminaire, c'est d'une certaine façon, nous ne savons pas comment démêler quelque chose, vous voyez, de cette société-monde, mais cette désorientation, nous pouvons la transformer en une analyse. Cette analyse, c'est l'analyse de la masse. Voilà. La masse, on nous dit qu'elle a disparu, on nous fait croire qu'elle a disparu, elle n'a pas du tout disparu. Elle est cachée sous les apparences de sa disparition, c'est-à-dire pseudo-autonomie, pseudo-pluralité. Donc, si vous voulez, le premier séminaire portera là-dessus. Le deuxième séminaire, eh bien, spontanément, naturellement, va porter sur plutôt je dirais, ce que serait une véritable autonomie, ce que serait une véritable pluralité. Voilà. Et pour en arriver là, il faut peut-être, là aussi, prendre des espèces de décalage. Au fond, l'autonomie, c'est l'autonomia, donc sa propre règle, on est dans la propriété, dans le propre. Et lorsqu'on est dans le propre, on est dans le paradoxe. Car plus vous vous approchez de vous-même et de votre autodéfinition, et plus vous avez du mal à le faire, et plus finalement vous tombez sur ce qu'on appelle la folie. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est que la volonté de liberté, donc l'autonomie, l'autonomia, eh bien, ça bute sur la folie. Et la folie, en même temps, c'est probablement la cause même de la liberté. Pourquoi c'est la cause de la liberté? Parce que nul n'approche impunément de la folie, surtout pas les pouvoirs, surtout pas les masses. Quand les masses et le pouvoir s'approchent de la folie, ils ne savent pas quoi en faire. En général, ils la nient. Ils la nient en catégorisant les fous comme fous, en les mettant dans des asiles, en faisant des catégories nosologiques pseudo-médicales, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la rencontre avec le paradoxe qui est inhérent à la nature humaine, c'est-à-dire la culture, c'est-à-dire à l'être langagier, c'est-à-dire à l'être de parole, n'est-ce pas, je dirais au par-l'être ou au parole-être, qu'est effectivement l'humain. Lorsque vous parlez, vous êtes tout le temps en train de vous défiler par rapport au paradoxe. Mais en même temps, vous êtes obligé de l'affronter, car la parole elle-même est une recherche, si vous voulez, d'identité par comparaison. C'est une recherche de ce qu'il y a de commun entre ceci et cela, de ce qui permet de rapprocher ceci de cela, etc. Et vous arrivez progressivement de la parabole au symbole, et quand vous en êtes au symbole, c'est-à-dire en fait plutôt à une métonymie qu'à une métaphore, puis à une catacrèse dans laquelle vous avez oublié l'origine de la comparaison, vous avez l'impression que vous avez saisi dans le langage les réalités matérielles, ce qui est évidemment encore faux. Autrement dit, vous êtes toujours sur le paradoxe. C'est une forme simplement du paradoxe. Voyez. Donc le paradoxe est central, et le paradoxe, c'est
comment dire, le caractère fou, finalement, puisqu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de sortie, de possibilité de sortir d'un énoncé par un énoncé qui lui serait le plus proche possible et qui le confirmerait. Vous vous retrouvez très vite dans des situations où un énoncé ne peut se comparer qu'à un énoncé qui lui est contraire, par exemple. Donc, bon, nous sommes au cœur de la folie et de la liberté humaine. Pourquoi? Alors, d'une part, parce qu'effectivement, il n'y a pas... d'une part, effectivement, parce que lorsque vous voulez libre, ça fait même trois vous, quand vous voulez, vous aboutissez assez rapidement sur une autoréférence impossible, et donc sur le paradoxe, donc vous êtes fou, et vous essayez de sortir de cette folie par des solutions, tout en sachant éventuellement, parce que vous le savez, peut-être vous ne voulez pas le savoir, peut-être vous allez refouler cela, peut-être vous n'avez pas les possibilités de le savoir, vous allez chercher dans une solution au paradoxe, parce que ce sont toujours des solutions au paradoxe que vous cherchez, eh bien vous allez trouver une autre forme de la folie, qui est la négation du paradoxe comme centrale. Et surtout, dans cette négation, vous avez du pouvoir qui va venir s'instaurer, et vous avez par conséquent tous les phénomènes de pouvoir vont s'instaurer sur ce qu'on appelle des énoncés, c'est-à-dire justement sur la négation fondamentale de la rencontre avec le paradoxe. Donc vous avez un lien fondamental entre la folie et la liberté, c'est-à-dire que plus vous avancez vers l'autodéfinition, plus vous êtes fou, mais d'un autre côté, plus vous êtes fou, plus vous rencontrez la liberté, au sens où, entendez-moi bien, c'est assez précis, au sens où vous n'êtes pas nécessairement fou, mais vous rencontrez la folie, voyez, au sens où les pouvoirs, les sociétés, les associations, les intellectualisations, les raisonnements, etc., se dissolvent, si vous voulez, au contact du paradoxe. Et donc, on pourrait dire que les pouvoirs qui sont fondés sur des énoncés se dissolvent dans l'approche de l'autoréférence et par conséquent dans l'approche de la folie. Autrement dit, la liberté tient au fait que vous rencontrez la folie. Le problème, c'est que cette liberté sera de courte durée, au moins à l'extérieur, car si les pouvoirs ne peuvent pas vous atteindre, ils vont vous entourer avec des murs les plus hauts possibles, ou avec ils vont vous faire des piqûres, des camisoles, vous mettre des camisoles, et en fait, ils vont vous limiter terriblement votre liberté, car c'est justement le problème de la liberté. Alors, on peut aussi dire que la personne qui est atteinte, qui est entrée dans le paradoxe, c'est-à-dire qui ne peut plus en sortir, d'une certaine façon, est évidemment folle aux yeux des autres, et qu'à ce moment-là, on essaie de confiner justement cette folie, et que d'une certaine façon, cette folie n'est pas en elle-même la liberté, d'autant que le fou n'est pas le dernier à choisir une solution. Autrement dit, vous savez, quand on dit le délire est une guérison, une amorce de guérison, je crois qu'on peut le dire de toutes les folies. Les folies sont des amorces de guérison, au sens que ce sont des amorces d'énoncés. Mais en tant qu'elles sont des amorces d'énoncés, elles sont écrasées par le symbolique. Vous voyez, elles sont effroyablement dépendantes du symbolique. Elles doivent remonter la pente, vous voyez, elles doivent faire un effort très très dur, et c'est cet effort si dur que cela qui fait pousser des cris, fait entrer les gens dans des comportements inattendus et intolérables, et par conséquent, il faut les arrêter d'une certaine façon. Vous voyez. Donc, la liberté est très très vite confinée, hein, mais c'est justement parce que c'est la question de la liberté. Et donc, il y a peut-être une manière, ou plusieurs manières, d'aborder la question de la liberté et de la folie, qui évite un peu, par des méandres savants, par des illusions qui ne sont pas trop naïves, si vous voulez, d'approcher justement ce lieu de la liberté. Et en même temps, vous voyez, alors, vous allez me dire, que faire de cela? Que faire de cela? Eh bien, moi je dirais que c'est en relation directe avec la fameuse nausée du point de départ, c'est-à-dire de la relation immonde-monde, car, au fond, nous allons essayer de construire un monde d'une certaine façon plus proche de la liberté, donc plus proche de la folie, ce qui est évidemment difficile. Mais nous savons que les autres solutions sont obsolètes, qu'elles ne marchent pas, qu'elles sont très dangereuses, celle du pouvoir est très dangereuse, la conquête très dangereuse, le colonialisme dangereux, l'économie dangereuse, toutes les solutions, si vous voulez, globales, sont dangereuses. Donc on est au fond ramené à la question de la folie, c'est-à-dire, faut-il absolument éviter la rencontre avec quelque chose qui est